votre émission La Libre Antenne avec vous au 39 21 et en direct jusqu'à 1h du matin. Je vous propose de célébrer ensemble cette nuit l'avènement du printemps. Et oui, c'est aujourd'hui demain, quoi. Pour inviter dans vos vies plus de douceur et vous aider à la pratiquer sans modération, même et surtout dans les moments difficiles. Alors, qu'est-ce que la douceur envers soi ? 3 aspects la caractérisent. La bienveillance envers soi-même, la reconnaissance de son humanité commune et l'accueil de la totalité de ses expériences intérieures sans jugement. La douceur envers soi n'est pas fondée sur l'évaluation de notre propre valeur, mais sur l'attitude douce et compassionnelle, non dure et critique que nous portons dans nos moments de creux. La douceur envers soi-même nous amène à percevoir les revers et les problèmes de la vie, ainsi que les émotions désagréables comme faisant partie de l'expérience humaine. Ils sont partagés par chacune et chacun d'entre nous à un moment ou à un autre. Elle nous connecte à notre humanité, cette douceur, en nous rappelant que nous sommes tous imparfaits. C'est l'expérience que nous vivons ici au 39-21 dans la Libre Antenne. Nous sommes là pour parler ensemble de votre vie, pour partager votre histoire avec les auditeurs. Nous pratiquons tous ici la douceur au 39-21. Nous prenons soin de vous et de nous ici à l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Quentin et Corentin attendent vos appels au 39-21 et c'est Rémi Vivien qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. La Libre Antenne est à vous, c'est vous qui faites cette belle émission, ne l'oubliez pas. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Avant tout, je voudrais vous remercier pour votre émission et pour votre bienveillance et la qualité de votre écoute et de vos conseils qui sont toujours très précieux pour les auditeurs et je compte beaucoup sur vos conseils ce soir pour m'aider dans la situation dans laquelle je traverse actuellement. Mais je suis là pour ça. Dites-moi. Beaucoup. Oui. Alors, écoutez, je vais essayer je suis très émue, donc j'espère que je vais pouvoir être suffisamment claire et concise. Voilà, donc ma situation, c'est que j'ai une 50aine d'années et je suis en couple depuis 10 ans avec un homme auquel je tiens énormément, qui a 8 ans de moins que moi. Donc sur les 10 ans de notre relation, ça fait 4 ans que nous vivons ensemble, en fait, parce qu'auparavant, pour différentes raisons, nous étions éloignés de quelques kilomètres. Et depuis 4 ans, je l'ai rejoint. J'ai un rapprochement. Je me suis rapprochée de son domicile à lui, parce que lui ne pouvait, compte tenu de sa profession, ne pouvait pas bouger, on va dire. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, mais pendant longtemps nous avons été amis, nous étions mariés l'un et l'autre, et il n'y a jamais aucun équivoque, en tout cas de ma part. Enfin, jamais. On s'appréciait beaucoup en tant qu'amis, mais lorsque nous nous sommes retrouvés célibataires l'un et l'autre, nous nous sommes rapprochés et comme nous avions on se connaissait déjà bien, on avait une grande estime et confiance l'un dans l'autre et donc on s'est rapprochés et puis j'ai appris que ça faisait très longtemps qu'il s'intéressait à moi, on va dire, et sans que je me doute de quoi que ce soit. Donc c'est quelqu'un qui a un caractère très facile, qui est très agréable à vivre, donc on a beaucoup on avait des façons de voir la vie assez complémentaires et donc on s'entendait bien, se laissant beaucoup de liberté l'un des l'autre, mais en même temps avec une grande confiance et des sentiments forts entre nous. Voilà. Ouais. Et puis belle histoire, voilà, quelque chose de fort et d'intense. Même si moi j'étais toujours, dès le départ, j'étais un peu inquiète par la différence d'âge en me disant que ça risquait de poser des problèmes. Mais bon, moi j'avais eu des enfants de mon côté, lui également, il n'en souhaitait plus, donc pour lui c'était pas du tout un problème. Il avait
lui me disait que ça ne posait aucun problème. Voilà, donc je me suis un peu laissée aller en toute confiance et il y a quelques années, il a un travail assez difficile, il a rencontré des difficultés professionnelles dans son travail, un certain surmenage, qui a entraîné une fatigue, une lassitude, un peu on va dire, moi je similais ça même à la dépression. Donc j'ai fait preuve de beaucoup de bienveillance. J'ai voulu montrer que de toute façon, j'étais là, que je pouvais compter sur moi, que j'étais un pilier dans sa vie et que de toute façon, pensant pouvoir l'aider à affronter la situation et son mal-être. Mais j'étais très consciente de son mal-être. Du coup, je lui donnais beaucoup de liberté. Je me mettais en retrait pour qu'il a des loisirs auxquels il tient énormément. Donc, je faisais tout en sorte qu'il puisse pleinement s'investir dans ses loisirs, dans le peu de temps que lui laissait son activité professionnelle pour un peu se ressourcer. Et du coup, je me suis mis, on va dire, entre parenthèses. Et progressivement, c'est vrai que j'ai senti qu'un certain éloignement, une intimité qui s'effritait, une complicité également, mais on était devenus on va dire, depuis un an et demi, plus des colocataires qu'un véritable couple, mais en me disant que j'étais un peu résignée, en me disant que c'était un passage. J'étais très inquiète pour lui, j'avais peur. J'avais peur qu'il fasse un burn-out. Enfin, j'étais vraiment très inquiète et très voilà. Donc ça a duré comme ça jusqu'à la fin de l'année 2015. Et en fin d'année 2015, j'ai appris que à ma grande surprise, je suis tombée vraiment de très haut. J'ai compris j'ai su que il y avait une autre femme dans sa vie. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. J'avais une confiance inouïe en lui et j'ai rien vu. J'ai rien vu arriver. J'ai tout mis l'éloignement. Je l'avais mis sur son mal-être, sur ses difficultés professionnelles et j'ai jamais imaginé qu'il pouvait y avoir en tout cas, en plus, un investissement de sa part dans une autre relation. Il a peut-être été rechercher de l'affection qui lui manquait, de la tendresse, voilà, s'il était vraiment très mal. Et vous vous êtes parlé moi, ce qui m'étonne, c'est la décision que vous avez prise en pensant lui faire du bien. C'est-à-dire, vous dites, je me suis mise entre parenthèses, je lui ai laissé de la place, de l'indépendance, du temps pour ses loisirs. Mais est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez discuté ensemble ou c'est vous qui vous êtes figuré que ce serait bien pour lui? Non, mais c'est en fait, quand je tentais des rapprochements, quand je m'approchais de lui pour avoir un baiser, pour qu'il me serre dans ses bras, je sentais que... Ah, qu'il était déjà un peu froid. Qu'il était distant, que qu'il y avait un certain, presque un rejet, donc c'était très dur pour moi. Donc vous l'avez fait pour vous protéger alors aussi. Je sais pas si c'est... Bah oui, c'est dur d'aller vers un homme qu'on aime et de sentir qu'il est froid, qu'il est pas tendre. Donc vous recherchiez pas le contact parce que si c'était pour être déçu et blessé. Disons que je l'ai beaucoup recherché, mais quand j'ai vu que ça se passait comme ça, vous avez mis un peu de distance, bien sûr, pour vous protéger. Oui. Donc c'est là que ça a commencé. C'est que là il y avait déjà quelque chose dans votre couple. Oui. Et peut-être que vous avez mis ça sur le compte de son côté un peu déprimé. Exactement. Ouais. Alors que quelquefois quand un homme un peu déprimé il a aussi besoin d'affection et sans doute qu'il y avait l'aspect professionnel chez lui, mais aussi ça dit quelque chose de votre couple et voilà, je ne sais pas si à ce moment-là vous avez parlé du lien qui vous unissait. On ne parle pas. C'est quelqu'un qui est très très réservé, très pudique, qui ne communique pas sur ses sentiments. Oui, il y avait beaucoup de complicité, vous dites, entre vous. Oui, de complicité dans les activités, dans les activités. Dans les choses que nous Mais vous ne vous ensemble. parliez pas de ce que vous viviez ensemble. Non, très peu en fait. Voilà, très peu. Donc c'était très difficile de savoir. En fait, on parlait plus ensemble de ce que nous vivions quand nous vivions pas ensemble et quand on se téléphonait tous les jours et qu'on racontait tout. Mais là, disons que le soir, quand je rentrais,
il était harassé de fatigue, il n'en pouvait plus, il disait que ça avait été l'enfer la journée. Et moi, j'étais plutôt dans une phase où j'étais très investie dans mon travail et ça se passait plutôt bien pour moi. Donc, je veux dire, j'osais pas lui parler de moi et de ce que je vivais. Donc, c'était un peu un sens unique. C'est lui qui me racontait que ça allait pas. Moi qui étais catastrophée et qui essayais de... Mais je n'osais pas je n'osais pas lui parler de moi, en fait, et de ce que je vivais. Parce que ça me semblait un peu... Oui, même un peu indécent quelque part. Quoi, oui, voilà. C'était plutôt de parler de votre couple en fait qui a manqué. Oui, et alors là, donc vous découvrez en janvier, hein, c'est ça, dernier qu'il a une liaison. Oui. Et depuis, vous en êtes parlé, vous en êtes où là? Oui, on en a parlé. Alors on en a parlé. En fait, au départ pour initier le dialogue parce que comme c'est très compliqué, qu'il était très, on va dire très fermé, je lui ai écrit une lettre. Oui. J'ai pensé que c'était peut-être la meilleure solution, une lettre, mais très, on va dire, très... Vous voulez dire pas des reproches, quoi? Non, une pas des lettre reproches, sensible, hein, c'est ça. Justement pour lui montrer voilà, tout le parcours qu'on avait fait ensemble, tout ce qu'on avait construit ensemble. Vous lui avez parlé de votre couple, oui, très bien. Et voilà, de notre couple, de l'intensité de nos sentiments, de ce qu'on avait fait ensemble, et je lui ai expliqué que j'étais complètement meurtrie par ce qui se passait aujourd'hui et que je m'en voulais beaucoup d'avoir quelque part peut-être aidé par mon comportement à le laisser s'éloigner. Et j'ai eu peur qu'il pense que c'était un manque d'intérêt pour lui, d'attention, alors que c'était pas du tout ça mon intention, justement. C'était justement pour le laisser respirer, pour le laisser... Et qu'est-ce qu'il a répondu à cette lettre? Donc on a discuté. Bon, il a beaucoup pleuré, en me disant qu'il était complètement perdu, qu'il savait plus où il en était, que j'étais une femme formidable, extraordinaire, qui s'en voulait beaucoup de me faire souffrir, que l'autre personne, il savait pas quel sentiment il avait pour lui, qu'il n'était pas plus que ça, mais qu'elle était là et qu'il savait plus où il en était, qu'il savait pas quelle décision prendre. Il était complètement perdu et que il allait finir tout seul. Enfin, il est très déprimé. Et il semblait vraiment, il semblait sincère et déprimé. Et donc ça date de quand? Parce que vous parlez au passé. Oui, ça date du mois de, on va dire du mois de février. Oui. Et depuis, vous en êtes où? Du mois de février, parce que là, je me suis rendu compte que après qu'on ait discuté comme ça, qu'il entretenait encore des contacts téléphoniques réguliers avec elle. Je sais, et il m'a dit que c'était parce qu'elle lui faisait une vie impossible, mais en même temps qu'il savait toujours pas où il en était, mais qu'il avait beaucoup réfléchi, il est arrivé un soir en me disant qu'il avait pleuré toute la journée parce qu'il comprenait pas pourquoi on en était arrivé là et que il voulait donner une autre chance à notre couple et qu'on se donne quelques semaines pour, on va dire, raviver la flamme, parce que il ne pouvait pas se résigner à ce que ça s'arrête comme ça. Et moi, j'ai toujours d'ailleurs des sentiments vraiment amoureux pour lui. C'est quelqu'un auquel je tiens énormément, que j'apprécie beaucoup. C'était très agréable de vivre au quotidien avec lui. Vous parlez déjà au passé, vous habitez plus ensemble? Si, on habite ensemble, mais je pensais du temps où ça marchait bien, quoi, en fait. Et ça, j'ai vraiment envie de... Vous passez une épreuve, là, on passe une épreuve, on passe une épreuve, mais j'ai l'impression... Et quelles sont les questions que vous vous posez, justement, par rapport à cette épreuve? Vous, ce que je comprends, c'est votre détermination à garder ce couple vivant, à lui redonner de la vie, en tout cas. Mais quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à la situation? Les questions que je me pose aujourd'hui, c'est comment me positionner, comment agir, comment faire pour qu'en fait on réussisse, quoi.
Oui, moi, ce qu'on comprend, c'est qu'il est perdu et confus. Oui. Et qu'il faut que vous soyez très présente, Christine, mais vraiment très présente. Et quand je dis très présente, c'est sécurisante et affectueuse. Oui, mais ça, je le suis, mais j'ai peur de l'être trop. Enfin, je me dis peut-être que... C'est quoi l'être trop? Racontez-moi. Je me dis, mais si je vais vers lui et qu'en fait, il n'a pas envie, j'ai peur de... vous verrez bien. Qu'il se force à me prendre dans ses bras. Il le fait maintenant, d'ailleurs. Je vais vers lui, il me prend dans ses bras, il me serre. Maintenant, je peux... Voilà, on a retrouvé quand même une proximité et une intimité, des relations intimes qu'on n'avait plus. Enfin, il me semble que ça repart, mais j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup moi qui vais vers lui. Et je me dis, est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'il ne faut pas que j'attende que ce soit lui qui vienne? Non, parce que là, vous comptez les points, sinon, et une relation, on ne compte pas les points. Au début de votre relation, il était plus moteur, il venait plus facilement vers vous? Oui, c'était vraiment, voilà, il y avait vraiment une fusion et c'était vraiment réciproque. Mais ne soyez pas dans l'attente ou la réclamation, même si vous le dites pas, je parle à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si je me réfère à ce qui s'est passé avant le mois de janvier, c'est-à-dire quand vous sentiez qu'il allait pas bien et que vous alliez vers lui et que c'était pas le moment, que vous sentiez un peu rejeté, vous l'avez interprété comme il veut peut-être plus de moi, ou en tout cas je suis de trop et donc je m'éloigne. Sans doute que votre présence était bonne. Après, c'est dans la façon. C'est normal que vous sentiez blessé quand on aime un homme, voilà, qu'on va vers lui et qu'il ne vous accueille pas, c'est douloureux. Mais sans doute que c'était pas contre vous, mais c'était lui qui était pas dans cette humeur-là, qui était pas là, qui était pas présent dans cette affection. Quand je dis soyez présente, même avec beaucoup de légèreté, de discrétion, voire peut-être même de gaieté, de quelque chose de léger, de quelque chose de pas grave, voyez, de pas lourd, et avec tout l'amour que vous portez. Parce que quand vous me dites mais comment bien agir, faites confiance à vos sentiments sans être envahissante, mais en étant quand même bien présente, parce que il y a une autre femme qui est là, qui elle manifestement a l'air d'être très présente, voire il dit ce qu'il vous a dit, je peux pas, elle m'envahit. Et vous, avec le caractère que je sens que vous avez, qui est plein de jolies valeurs et qui dit je respecte l'autre, etc. Mais comme il est perdu et confus, le vent risque de le porter dans les courants les plus forts, en tout cas les plus présents. Pas forcément pour en être plus heureux d'ailleurs, mais parce qu'il est perdu. Oui. Et donc, il a besoin que vous soyez vraiment proche de lui, attentive. Voilà, attentive. Pas à quémander de l'affection, ni à vouloir en recevoir s'il n'est pas prêt tout de suite à en donner. Mais en tout cas, être attentive dans ce qu'il ressent, dans là où il en est, d'être aux petits soins. Voilà, quand quelqu'un est malade, qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait, même entre adultes, pas seulement avec des enfants et alité, voilà, on lui amène, je sais pas, sa nourriture au lit. Je prends cette image-là parce que je prends quelqu'un qui va pas bien et être aux petits soins, c'est à un moment donné, faire attention, voilà, être dans l'attention à lui. Mais je crois que j'ai vraiment été beaucoup dans l'attention et tous ces mois également. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il me demandait. Il me dit que j'étais beaucoup trop cool avec lui, puis il m'a demandé quand on a discuté au contraire de le cadrer, qu'il avait besoin d'être cadré, et que je mais trop cool. Oui, entendez-moi bien, Christine, quand je veux dire être attentive, justement, c'est pas être trop cool, parce que le trop cool, c'est que vous l'avez laissé divaguer. C'est pas le tenir, parce que l'idée c'est pas de le tenir, mais il a besoin d'une présence. Quand il vous dit d'être cadré, c'est pas un enfant, il vous demande pas mais il demande de vous imposer, de prendre votre place. Voilà, et que vous n'avez pas pris votre place à ses côtés parce que vous avez pensé que il fallait lui laisser sa liberté. Oui. Et là, ça interroge la femme que vous êtes et l'image que vous avez de vous-même, ou d'une forme de timidité ou de je ne suis pas assez importante. Vous voyez, moi je me demande si vous êtes pas en train de vous dire je ne suis pas assez importante à ses yeux.
je ne vaux pas assez la peine, je n'ai pas assez de valeur, voilà. Tout à fait, c'est exactement le sentiment que j'ai. Voilà. C'est exactement ça mon sentiment. Mais oui. Que, voilà, alors s'il vous plaît, c'est que j'en vaux pas la peine et que je voilà et que. Bah oui, mais alors vous vous tirez une balle dans le pied. C'est contre ça qu'il faut que je me batte. Parce Bien que sûr, c'est entre vous et vous là. Vous voyez, c'est pas vis-à-vis de lui, c'est que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied dans cette relation. Moi, vraiment, c'est ce que je comprends. Et que lui vous dit, mais je tiens encore à toi, mais il a besoin d'une femme bien présente, c'est-à-dire qu'il lui donne le sentiment qu'elle tient vraiment à lui. Il n'y a pas de doute que vous tenez à lui, mais lui ne le vit pas comme ça. Oui. Il n'en a pas le sentiment parce que c'est une histoire de présence. Alors pas de présence de harpie, pas de mère nourricière, pas de femme dans le reproche ou tout le temps là lui demander où il va ou elle contrôlait. Vous voyez, c'est pas tout ça dont je vous parle. Je parle d'une présence bienveillante. C'est je suis là, je m'intéresse, je lâche pas l'affaire, je peux éventuellement l'accompagner dans ses loisirs, j'en sais rien, et puis faire autre chose à côté. Enfin, vous voyez, c'est une vraie présence. C'est ça dont il a besoin. Et ce sera ça pour lui le signe que vous tenez vraiment à lui. Et manifestement, il a l'air d'être tombé sur une femme qui, elle occupe la place, j'ai l'impression. Mais oui. Elle est très insistante et elle le harcèle parce qu'il veut plus la voir et donc elle est très. Et vous, Christine, ça interroge la valeur que vous vous donnez et sans doute peut-être la petite épine que vous vous êtes mise dans le pied en vous disant j'ai 8 ans de plus, alors c'est normal un jour y partir avec une plus jeune. Je ne sais pas quelle histoire. Elle est plus jeune, effectivement. Mais voilà, elle a 10 ans de moins que moi. Oui, alors vous. Bon, tout ça est très naturel, Christine, est légitime. Vous racontez une histoire de femme qui a 8 ans de plus qu'un homme et vous vous dites bon, la vie fera qu'un jour une plus jeune passera par là. Christine, ça n'a pas de sens quand on tient l'un à l'autre ces histoires d'âge. C'est une histoire de présence, d'être là. Et vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied en vous racontant une histoire que c'est mieux comme ça et que c'est mieux pour lui. C'est pas mieux comme ça et mieux pour lui, vous avez peur. Vous avez peur et même quand vous êtes au contact et en présence, vous craignez de lire les signes d'un rejet éventuel et d'une disgrâce. Lâchez ça, il est pas bien. Donc ne lisez pas tous les petits signes comme si c'était bien la preuve de votre disgrâce. Il est pas tout à fait bien et il a du mal à vous donner de l'affection ou des signes d'affection parce que quand on n'est pas bien, on n'est pas forcément très tendre avec l'autre, mais il n'empêche qu'on apprécie la tendresse de l'autre. Oui. Et que ça va le toucher. La preuve, c'est tout ce qu'il vous a dit. Il vous a dit qu'il tenait à vous, il vous a dit que vous étiez une femme formidable, il a été touché par votre lettre. Vous voyez que vous savez bien agir. C'est juste une histoire de curseur, Christine, de mettre le curseur un peu plus haut sur la place que vous occupez à ses côtés. Oui. Oui, ça vous parle ? Oui. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous auriez besoin de vous dire pour pouvoir occuper cette place qui vous semble pas si légitime que ça? Disons que, je sais pas, moi, ça a toujours été un peu le problème un peu une constante chez moi, c'est que quand je mets toujours le bien-être de l'autre avant le mien oui, mais ça marche pas, ça, Christine. Vous n'êtes pas une mère courage. On vous demande pas dans un couple d'être une mère courage. Je m'en rends compte et le problème, c'est ça, ce que j'ai du mal à inverser à vous créez pas d'équilibre. C'est-à-dire qu'en imaginant et en pensant que vous faites le bien de l'autre, presque au détriment du vôtre, vous voyez, en mère courage, vous épuisez votre propre ressource à mettre du bien-être dans la relation. Or, le bien-être que vous avez en vous nourrit la relation à deux. Et que vous n'êtes pas là pour être cette femme serviteuse. Non, pour être une femme qui partage à parité. Et qui est là avec ses besoins, ses attentes, qui a sa place, mais pas dans la revendication, pas dans le reproche, mais qui est là, qui offre ce qu'elle est à un homme, et l'homme peut lui offrir quelque chose. Mais vous n'êtes pas, dans ce couple, une mère courage. C'est-à-dire, là, vous êtes dans le sacrifice. Oui. Oui, mais le sacrifice est sacrificiel, ça porte bien son nom. Oui, tout à fait. Et vous vous sacrifiez. C'est pour ça que... À tous les sens du terme, au sens propre comme au figuré. C'est bien le sens de mon appel aujourd'hui, parce que c'était vraiment, quel positionnement est le meilleur pour moi aujourd'hui pour faire en sorte que notre histoire redémarre.
Arrêtez de vous demander ce que vous pouvez faire pour lui. Faites quelque chose pour vous deux. Soyez dans le nous. N'essayez pas d'anticiper comme vous le feriez avec un enfant. C'est pas un enfant, c'est un adulte. Ne prenez pas une posture de mère, prenez une posture de femme. Et de femme qui a besoin d'un homme à ses côtés. Et qui fait appel à l'homme qui est en lui. Et c'est ça dont il a besoin. C'est ça qu'il veut dire d'une certaine manière quand il vous parle de cadre. Mettez le cadre de la femme, de la compagne, mais pas celle d'une mère qui fait tout pour son enfant. C'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe, Christine. Et c'est vraiment un travail intérieur entre vous et vous, dans une posture, dans une approche. Donc vous avez des besoins, des envies de femme amoureuse, attentive, qui est là, qui sait donner son amour et qui est là avec son amour. Là, ça, ouais. Oui, ça me parle, mais concrètement, par rapport à ce que je fais déjà, j'ai du mal à imaginer ce que je peux faire d'autre, quoi. Enfin, c'est pas une histoire de faire, Christine. Ouais. C'est pas dans le comment je fais. C'est vraiment intérieur. C'est vraiment quelque chose que vous devez ressentir en vous dans une posture et peut-être aussi dans une façon de faire, pas un comment faire, une façon dans le sens de votre approche, des décisions que vous prenez. À partir de demain, quand vous prenez une décision par rapport à lui ou que vous lui envoyez un petit message ou quelque chose, essayez de penser à la femme amoureuse qui s'adresse à lui et pas à la femme qui prend soin, parce que vous, manifestement, quand vous êtes dans le soin, vous êtes dans la mère et pas dans la femme. Donc tant pis, lâchez une part du soin si là ça vous parle, et puis à chaque fois que vous agissez dans l'action, soyez bien consciente de l'intention que vous avez. Et l'intention, c'est je suis une femme qui aime cet homme et c'est ça qu'il doit comprendre. Et pas je suis là pour arranger tous les problèmes qu'il a dans sa vie. C'est pas complètement la même chose. Donc si vous clarifiez votre intention, vos actions vont être justes. Vous voyez, là, moi, j'ai pas un livre de recettes. Je veux dire, c'est pas des recettes. Je vais pas vous dire petit 1, petit 2, petit 3. Oui. Dans la vie, le changement et l'action est une histoire de posture et de posture intérieure. Et c'est pas tant ce qu'on fait que la façon dont on le fait. Dans quelle intention. Donc, Christine, gardez votre axe. L'axe, c'est l'intention. Dans quelle intention je vais m'adresser à lui? Je vais lui parler, je vais aller vers lui, je vais l'embrasser, je vais lui faire un repas, je vais l'accompagner à ses loisirs, je vais le réveiller le matin, j'en sais rien. Voilà, elle est où mon intention? Je vous assure que si vous prenez le rôle de la femme amoureuse et que vous lâchez celui de la mère bienveillante et nourricière, ça va faire la différence, clairement. Oui. Là, c'est plus clair pour vous? Ce que vous dites est très clair et j'espère que je serai surtout capable de... Bien sûr, vous l'êtes. Vous êtes amoureuse. Christine, c'est pas un raisonnement. Branchez-vous. Allez, il y a une prise là, chez vous, dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Il y a une prise, c'est la femme amoureuse qui tient à cet homme. Et vous êtes en danger. Vous tenez à lui. Vous risquez de le perdre. Battez-vous, Christine. Battez-vous. Et la meilleure arme que vous ayez, c'est l'amour. Il n'y en a pas 36. Donc la prise, elle est là. Il y en a pas d'autre. Alors, c'est pas des scènes du 2 que je suis en train de vous dire quand je dis battez-vous. C'est battez-vous avec votre cœur. Mais ça vous fait peur. Et ça, c'est une autre histoire. Et ça, peut-être ça, c'est à travailler ailleurs. Vous avez peur. Et vous vous sentez pas légitime dans ce rôle de femme amoureuse. Et c'est ça le sujet. Il est là, votre sujet à vous, à travailler. Pour vous, ce qui est légitime, c'est la femme sacrificielle qui fait le bien de l'autre et qui s'oublie. Ça, c'est bien pour vous. L'autre, vous la connaissez pas très bien. Elle mérite peut-être d'être rencontrée. Oui. Oui, il y a Sébastien qui dit c'est pas une façon de faire, mais une façon d'être. Il faut transformer l'empathie en amour. Oui, mais pourtant, je suis vraiment amoureuse de lui. Mais bien sûr, mais évidemment, évidemment, Christine. Mais il y a toute forme de faire passer son amour. Et que quand on est une femme, quelquefois, on a tendance à aller chercher la maman qu'on sait bien faire, la mère nourricière, la femme sacrificielle. Si je me sacrifie pour lui, il va m'aimer. Si je le sauve de tous ses malheurs d'homme, qu'est-ce qu'il m'aimera? Alors je serai unique pour lui. Et non, celle-là, non. Parce que celle-là, un jour, on n'en a plus besoin. Surtout quand on va mieux et quand on est sauvé. Donc il a besoin d'une femme bien branchée sur elle-même et pas sur lui. Donc c'est chez vous que vous allez aller chercher de l'énergie. Je vous souhaite beaucoup de courage, Christine, de repenser à ce qu'on s'est dit. Oui, tout à fait, oui. Et d'aller vous brancher au bon endroit. Oui. Et que vous l'aimiez, il n'y a aucun doute. Et que vous soyez une femme amoureuse, il n'y a aucun doute.
mais quelle forme d'amour. Voilà, soyez là-dedans. D'accord ? D'accord, je vous remercie beaucoup. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Au revoir Christine. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sophie. Merci de prendre mon appel. Oui, bienvenue. Merci. Et donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider parce que j'ai quand même un problème assez compliqué en fait. Je ne sais plus comment m'en sortir en fait. Ouais. Donc du coup, voilà, comment je peux vous expliquer ? Donc c'est-à-dire, moi j'ai vécu 20 ans avec une personne qui a un problème de nerfs, mais extrême quoi. Vous voyez ? Voilà. Et donc on revient de se séparer il y a 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'on est en instance de divorce. Ouais. Et finalement, son problème de nerfs qu'elle avait avec moi, maintenant elle le passe sur les enfants, quoi, on va dire, vous voyez ? Ouais. Que je vois plus, ça fait 2 ans et demi, que j'ai vu finalement 4 mois en 2 ans et demi, où ils sont venus me dire que finalement, il y a des actes de violence envers eux. Et vous n'avez pas pu en parler à l'avocat ou alerter la justice? Il y a des actes de violence. Oui. Oui, juste comment on s'est séparés du coup. Donc à l'avocat, j'ai expliqué. Oui. Bon, les avocats c'est compliqué, hein, finalement. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Donc j'ai changé 2-3 fois. Oui. Le troisième, il a compris. Bon, il m'a demandé d'écrire une lettre au juge des enfants. Donc j'ai expliqué comme j'ai pu. Hein, donc on m'a dit d'expliquer avec mes mots à moi, donc avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, j'ai expliqué comme ça. L'avocate m'a dit oui, mais bon, on voit trop que vous avez la haine, ça va pas. Vous voyez, c'était pas très. Alors moi, j'ai pas pu refaire. Hein, bon, j'ai laissé comme ça. Suite à ça, les enfants donc sont revenus et là m'ont dit que mon fils en boule par terre, coup de pied dans le dos, coup de pied dans le ventre. Voilà, c'est déjà rien que ça quand même. Hein. Mais là, c'est déjà trop, hein, c'est déjà inacceptable. En fait, ils ont quel âge, les enfants? Ils sont tout petits? J'ai 2 fils, un fils de 12 ans, un fils de 15 ans. Oula. Et une fille de 18 ans. Donc, mais ils sont assez grands pour porter plainte, eux aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont aussi grandi dans la violence. Moi, c'est moi qui ai pris cette violence-là pendant 20 ans, en fait. Ouais. Voilà. C'est moi qui ai subi ça, voilà. Et vous êtes parti, en fait? Non, c'est lui qui est parti. Bon, après, au bout de 20 ans, si vous voulez... vous seriez resté, vous, alors? Oui, tout à fait, bien sûr, c'est ma famille, j'aurais jamais abandonné, en fait, quand tu allais bien. Voilà. Si vous voulez, 15 ans, j'ai pas compris, et les 5 dernières années, j'ai compris. Et 5 dernières années, à lui dire, va te faire soigner. Oui, c'est ça. Viens, on va voir la psy, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça. Alors, elle a même joué le jeu en me disant, si vous voulez, va voir un psy, toi, j'irai voir moi après. J'irai voir moi après. Donc, j'ai été voir un psy, j'ai été expliqué une heure, j'ai été expliqué comme j'ai pu la situation. Alors, il m'a dit, écoutez, d'accord, mais bon, moi, si elle vient pas, je peux rien faire. Donc, effectivement. Donc, je me suis dit, je pense qu'elle va jouer le jeu. Donc, j'ai attendu finalement une autre crise, vous voyez, parce que j'ai été un peu en douce, sans dire que j'étais voir le psy. J'ai attendu une autre crise dans le vide, et je lui ai dit, tiens, regarde, je lui ai montré la carte, va voir, je vais voir lui. J'ai été le voir, et là, elle m'a regardé, elle m'a rigolé au nez, elle m'a dit, mais moi, je vais bien, je vais pas aller voir un psy, vous voyez. Donc, elle pensait que j'allais pas le faire, vous voyez. Et donc, elle n'a pas été. Voilà. Ouais. Et donc, bagarre, mais bon, c'est 20 ans, j'ai une plaque dans la main, si vous voulez, comment je peux vous expliquer, elle a déjà sauté de la voiture, elle a fait des trucs que il y a presque que moi qui a vu, parce que finalement, elle s'arrange pour que, en fait, personne ne voie, quoi, vous voyez, dans le dos, c'est quand la porte est fermée, voilà. Donc, 5 dernières années, finalement, catastrophe, où finalement, effectivement, j'ai eu un problème d'alcool, je suis passé de festif, on va dire, à boire normalement comme tout le monde, à faire la fête. Donc j'étais routier, donc à être tout seul dans mon camion, et à broyer du noir. Broyer, effectivement, pas d'appel, pas de truc, pas de machin, donc un peu à boire un peu tous les soirs, et finalement à boire énormément, mais sans conséquence, parce que j'ai jamais levé la main ni sur mes gosses, ni sur elle. Voilà. Mais par contre, j'ai dû me défendre, parce qu'elle elle fait des crises de nerfs qui, vous voyez, c'est incontrôlable. C'est violent. Et vous en êtes où aujourd'hui? Vous cherchez quelle réponse à quelle question? Là, du coup, ça fait 2 ans et demi que je vois plus mes enfants, donc elle a tapé dessus. On a été porté plainte avec les gosses. Le petit, il a fait une plainte pendant que j'étais dans le camion encore, donc il a dit, je suis le bouc émissaire, je prends des claques tous les jours. Et donc, une fois... une plainte contre vous? Non. Contre sa mère. Contre sa mère, d'accord, oui. En fait, le petit a dit, je suis le bouc émissaire, je comprenais pas, d'accord, oui. Okay. En fait, elle s'est disputée avec ma fille, donc elle a été jusqu'à lui changer la serrure. Ma fille avait 16 ans, donc elle est partie.
Ma fille avait 16 ans. Elle peut venir vivre avec vous, votre fille, non? Oui, mais bon, écoutez, je vous dis, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que j'ai du mal à m'expliquer. Ouais. Donc, voilà, donc elle est partie. Donc, à 16 ans, mon ex-femme l'a laissée aller vivre avec son copain. À 16 ans, une semaine sur deux, elle partait avec son copain. Personne ne sait où elle était. Vous voyez, une semaine sur deux, elle vivait avec son copain. Donc, le copain, il avait la voiture, il se baladait, machin, voilà. Hein. Et donc, là, à un moment, ils m'ont reparlé. Au bout de 8 mois, pendant 8 mois, j'ai appelé les enfants, ils m'ont raccroché au nez. Ils voulaient plus me parler. Voilà. Parce qu'elle a fait en sorte que le divorce, il se passe comme ça. Voilà. Et parce qu'il y a eu quoi comme mode de garde décidé suite au divorce? Donc normal, c'est-à-dire que principalement chez la mère, et puis moi j'ai les droits de visite un week-end sur deux. Ouais. Mais elle m'a piégé, si vous voulez, elle m'a piégé pour essayer d'avoir tout. Elle a fait que, je la mette dehors, vous voyez. Alors je vous explique ça si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que, vu qu'on s'est toujours engueulé, elle est toujours partie. Allez, une fois par an, on va dire, elle a pris les gosses, elle est repartie chez sa famille, chez son père. Elle m'a laissé comme ça, voilà. Donc à force de tout ça, donc du coup, elle a décidé de partir. Donc à un moment, en camion, donc je suis rentré chez moi. Donc voilà, je savais bien que la semaine-là, on s'était bien engueulé, voilà. Et j'ai une lettre de l'avocat sur chez moi qui disait, tu payes, tu machin, et tu te casses. Et voyez, donc elle voulait que je paye, que je me casse. Donc c'était ça. Donc c'est inadmissible. Elle travaillait pas, j'ai payé tout moi. Donc c'est ça, elle me propose ça. Donc non. Donc je suis parti ensuite, je suis revenu, j'étais routier. Le week-end, je suis redescendu, j'ai emmené ma mère en vacances, je suis revenu et je suis rentré le dimanche soir ici, plus personne. Je suis rentré dans la chambre, plus ses affaires, vous voyez. La chambre vide, quoi, plus ses affaires. Donc, pendant une demi-heure comme ça, le temps que la voisine lui dise, tiens, c'est bon, tu peux venir, elle est rentrée. Une demi-heure après, la voiture qui passe, là. Donc, elle arrive avec les gosses et tout. Finalement, je suis sorti, je dis, écoute, tu rentres pas. Tes affaires, ils sont plus là, tu vas dormir où tu as mis tes affaires. Vous voyez. Mais bon, c'était un piège, dans le sens où elle avait déjà un copain, elle savait déjà où elle allait aller. Ça, je sais maintenant, vous voyez. Mais Philippe, ce que je vois pas bien, c'est en quoi je peux vous aider, moi, dans votre histoire. Parce que, donc, il y a un jugement, vous avez donc une femme qui, manifestement, vous fait des tours pendables. Et quel conseil, qu'est-ce que vous cherchez ouais. Donc, c'est-à-dire que, du coup, cette femme qui arrive qui est violente avec les gosses, donc du coup on est passé devant les juges, juge des enfants, porté plainte, juge des enfants, et les 3 enfants ils se sont retournés contre moi. Les 3 enfants ils ont dit mais non, c'est mon père qui nous a dit de dire ça. Vous voyez. Et vous pensez qu'ils ont été manipulés par leur mère? Complètement. Maintenant son histoire, vous savez, son histoire c'est quoi? C'est que son père, il a tapé sur tout le monde. Il a tapé sur son fils il s'est pendu, elle a une sœur dans un fauteuil roulant. Et son père, il a arrêté de taper sur sa famille quand la jeune elle est née handicapée. Et après il a acheté tout le monde, il a payé tout le monde. Vous voyez, il a acheté, il a enfui, il a enfermé ce secret-là dans ses enfants. Philippe, vous avez des éléments d'explication, mais pour autant, ça n'arrange pas votre situation. Ça vous permet de comprendre un peu ce qui se passe, mais je crois que dans votre situation, il me semble que le plus aidant pour vous, c'est d'essayer d'avoir la justice pour vous au plus possible, parce qu'en tant que père, je vois pas avec une ex-femme et la mère de vos enfants qui ne veut rien savoir et qui n'a pas l'air ni bienveillante ni protectrice envers qui que ce soit, ça me paraît difficile là. Le problème c'est qu'elle fait comme son père, vous voyez. Elle continue à passer ses nerfs dessus, mais une fois qu'on a dit ça, d'accord. Mais Philippe, une fois que vous dites ça, ça ne change pas votre situation qui est délicate. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, disons que moi, en fait, moi, je suis au bord du drame dans le sens où moi, j'arrive pas à accepter qu'un mec qui a massacré faut qu'il pousse un fauteuil roulant, que c'est lui qui a tapé sa femme. Oui, mais là, c'est plus votre histoire, non, Philippe. Et que mes enfants sont dingues de lui, vous voyez, parce qu'il les a achetés, il a acheté tout le monde. Donc lui, il a mes enfants, il a réussi à se refaire avec mes enfants, ce qu'il a loupé avec les siens, et mon ex-femme, elle continue à passer ses nerfs, parce que à la limite, elle serait plus violente. Je veux dire, elle est partie, les enfants seraient pas venus me dire que du coup, moi je me suis dit, moi je pense que j'ai payé ce que son père a pas payé. Comme son frère, qui s'est pendu, mais il s'est pas que pendu. Je vais pas vous dire ce qu'il a fait parce que je pense pas que c'est bien. Mais voilà, il a fait quelque chose de pas bien et il s'est pendu. Voilà. Donc, lui, comment on appelle ça? C'est le phénomène de fascination en fait, compte. Hein, ça veut dire on se retourne pas contre son bourreau, mais les autres ils payent. Voilà. Et lui il a fait ça comme ça, et elle s'acharne sur les autres. Donc
une fois finalement que j'ai découvert et que j'ai pas réussi à régler le truc, Philippe, oui. Est-ce que vous continuez, vous me dites que vous étiez allé voir un psy, est-ce que vous continuez à être aidé de ce côté-là? Voilà, tout le monde me dit de moi d'aller voir un psy. Mais oui, non, mais Philippe, pour vous aider, mais pas pour vous soigner. Un psy, c'est... Écoutez-moi Philippe, on va pas voir un psy, ça veut dire qu'on est malade, ça veut dire qu'on a besoin d'un soutien et de quelqu'un à vos côtés qui puisse vous conseiller. Parce que là, moi, en quelques minutes d'antenne, vous voyez, j'aimerais bien vous aider, vous trouver une solution, mais j'en ai pas là, dans mon micro, j'en ai pas. Non, mais ce que j'ai comme solution pour vous, c'est de vous faire épauler par la justice. Ça me semble hyper important de votre histoire. Oui, mais c'est pour ça, Philippe, qu'un psy pourrait vous aider pour vous aiguiller, vous donner des conseils, vous dire comment faire, comment agir. Il faudrait être à vos côtés constamment, dans une aide très proche pour pouvoir vous aider. Et ça, ce serait bien. Voilà, donc je ne vous dis pas d'aller vous soigner, je vous dis d'être aidé par quelqu'un qui sera un soutien à vos côtés. Et j'espère que vous allez m'écouter, Philippe. Bonne nuit à vous. Il est minuit. Vous écoutez Europe. Vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit en direct avec vous pendant encore une heure. Une libre antenne pour vous confier, nous confier un peu de vos joies et de vos peines. Un lieu de partage et d'échange où nous nous écoutons et nous répondons. L'important étant de ne pas rester tout seul avec ses questionnements, ses doutes ou ses inquiétudes. Pour se parler, se dire, rappelez-nous au standard au 39 21. Quentin et Corentin sont là pour vous y accueillir avec attention. Et c'est Rémi Vivian qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit. Vos commentaires sont précieux pour aider les auditeurs et m'inspirent bien souvent des éléments de réponse. Et puis vous pouvez bien entendu dialoguer aussi avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Et puis pour vous, Philippe, des messages qui sont arrivés pendant le journal. Il y a Eric qui dit pourquoi ne faites-vous pas valoir vos droits de visite afin de renouer avec vos enfants? C'est ce que j'ai tenté de vous dire, Philippe. Votre priorité, ce sont vos enfants. Ils ont besoin de leur père débarrassé de sa colère. Et là, je rejoins le témoignage d'Eric. Effectivement, c'est vous débarrasser de votre colère que d'aller vous faire aider et être soutenu par quelqu'un qui sera à vos côtés. Puis il y a Brigitte qui dit je ne connais pas à vrai dire, mais j'imagine qu'il y a des associations qui pourraient aider un père dans la situation de Philippe, car il y a beaucoup d'hommes dans des cas similaires et il ne doit pas rester seul. Effectivement, Philippe, j'insiste sur le témoignage, effectivement, le SMS de Brigitte, vous ne devez pas rester seul. Vous êtes là, Héloïse? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Héloïse. Écoutez, voilà, je suis un petit peu intimidée. Oui. Je vis une relation avec un homme qui est en grande souffrance. Il sort d'une histoire horriblement douloureuse. Il a été quitté par une femme qu'il aimait profondément. Je crois que c'est peut-être la première femme qu'il aimait vraiment. Oui. Et moi-même, je viens d'être quittée par un homme que j'aimais vraiment. Et je pense que c'est aussi le premier homme que j'aimais vraiment. Donc on est un peu dans la même situation. Oui, c'est aussi pour ça que vous êtes rencontrés, très certainement. Oui, c'est ça. Oui. Sauf que moi, j'ai un peu plus d'avance sur lui. Oui. Parce que moi, j'ai été quittée un peu plus en arrière que lui. Et lui, en fait, on s'était connus il y a 8 ans auparavant. Oui. Grâce à l'écriture, en fait. Parce qu'il écrit très très bien et j'aime l'écriture également. Et on avait déjà eu une attirance, quand bien même on était tous les deux dans des histoires, mais qui commençaient à être compliquées déjà. Parce que moi j'ai découvert que mon ex me trompait, mais j'ai découvert
à mon insu, mais ça m'a pas empêché de l'aimer parce que j'étais tellement... En fait, j'ai découvert que j'étais, comment on appelle ça, dépendante affective. Oui. Et donc, quand il m'a quittée, j'ai cru mourir. C'est comme si j'étais en manque d'héroïne, quoi. Oui, c'est ça. Hein, c'est comme une drogue, vous avez raison. Ouais. Oui, je me retrouvais par terre à souffrir, à avoir des douleurs physiques. En sachant, et vous prenez une très bonne image, Héloïse, par rapport à la dépendance affective, que la drogue nous détruit, en fait, quand on la prend. Donc, on la prend pour s'apaiser. Hein, vous étiez dépendante effectivement pour trouver de l'apaisement et un sens à votre vie, et en même temps, c'est aussi ce qui vous détruisait, parce que vous n'étiez pas autonome dans cette relation. Non, c'était un homme qui était un peu dans le schéma du sauveur. Ouais. Et moi, j'étais quelqu'un qui était très fragile. Ouais. Et donc, il est arrivé, il m'a pris comme un petit oiseau, quoi. Et il m'a aidé. Et puis un jour, pouf, il n'était plus là. Ouais. Et la première fois que j'avais de l'amour. Et j'ai cru mourir. Ouais. Est-ce que ça... Ouais. Est-ce qu'Héloïse, depuis, ça vous a donné un peu de courage ou de sens pour justement vous créer votre autonomie et ne plus être ce petit oiseau affolé? Eh bien, je fais une thérapie pour me faire aider, pour arriver à reconnaître ma valeur. J'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que j'ai existé aussi en sauvant l'autre. Lui m'a sauvé, moi je l'ai sauvé aussi, vous voyez. Et dans tout ça, je me suis oubliée. J'ai l'impression que j'ai pas de valeur si j'ai pas des yeux qui me regardent. Et donc c'est vrai que je me suis trouvée très 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 démunie. Et le seul homme qui m'attirait, c'est cet autre-là que j'avais rencontré et qui était dans l'écriture. Et je ne sais pas, mon inconscient a dû capter que c'était quelqu'un en souffrance également. Oui. Et j'ai eu un désir incroyable pour cet homme, parce que c'est vrai qu'avec vu que mon ex me trompait, la relation de désir, c'en était allé. Mais cependant, on avait une relation d'affection fusionnelle, quand bien même il me quittait, voyez-vous. C'était donc d'autant plus dur. On ne s'est pas quitté en se déchirant, en s'insultant, en se disant des horreurs, pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, c'est tendre, quoi. C'est très, très étonnant. C'est d'autant plus difficile pour moi de faire le deuil de cette relation. Et en fait, cet autre homme qui est rentré dans ma vie, c'est un peu ce que ça me sauve, vous comprenez, de mon autre relation. Ça m'évite de... Ça fait de vous une femme, en fait, dans cette relation. Voilà. Par la sexualité, vous redevenez une femme avec un homme. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et cet homme-là a un désir de moi très puissant, et moi de lui. Donc je redécouvre ça. Sauf que il me dit qu'il est mort dedans, de la peine qu'il a d'avoir été quitté. Et en fait, c'est tout le temps moi qui le sollicite, qui lui envoie des messages. Il répond à aucun de mes messages. Il répond à aucun de vos messages? Non. C'est toujours moi qui lui propose de venir me voir. Puis à un moment donné, il accepte. Il vient et j'organise une belle soirée. On dîne ensemble. Et on dort ensemble. Et si vous ne donnez pas de nouvelles, vous avez essayé, lui ne revient pas vers vous? Du tout. Et c'est ça qui devient douloureux. Parce que, oui, parce qu'en fait, moi, enfant, on m'a beaucoup laissé dans le vide et dans le silence. Et on m'a beaucoup rejeté. Le on, c'est qui? Dans la relation précédente ou dans votre enfance, vous voulez dire? Dans mon enfance, oui. Dans mon enfance. Et donc, pour moi, c'est horrible quand on me laisse dans le vide. Et en fait, en même temps, j'ai peur que cet homme soit maternant, parce que comme mon ex était horriblement maternant, j'ai trop peur d'être maternée, parce que ça m'aide pas à être moi. Vous comprenez ? Il n'est pas très maternant, cet homme, avec vous. Moi, je ne sais pas ce que j'entends, vu qu'il... Non, pas le nouveau, non. Oui. Et justement, ça fait très mal. Ça m'oblige à prendre sur moi, quoi. J'aurais peur de rencontrer un homme presque qui serait gentil avec moi. J'aurais peur à nouveau de devenir à nouveau très dépendante affective, vous comprenez? Et je comprends pas, non, je vous arrête de vous expliquer quelque chose que je comprends pas. Vous avez peur de devenir
dépendante de lui, c'est ça? Mais vous dites il n'est pas maternant et j'ai peur de rencontrer un homme maternant. Je comprends pas là. Non, c'est-à-dire que celui-ci, je me dis des fois, pourquoi tu restes? Puisque de toute façon, c'est une occasion de vie. Si tu l'appelles pas, il apparaît pas. Oui. Voyez-vous. Oui. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est quand même l'homme qu'il me faut pour moi, malgré tout. Ah, parce qu'il vous permettrait de grandir? Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous pensez qu'il est bon pour vous, parce qu'il n'est pas maternant, justement, comme votre ex-mari. Et comme il vous fait souffrir d'une autre façon, pas de la façon dont vous souffrez habituellement, vous vous dites que ça peut être bon pour vous, c'est ça? C'est ça. Mais en fait, Héloïse, c'est exactement le même scénario inversé. C'est-à-dire que, en fait, c'est encore une histoire de distance. Là, il n'est pas trop proche, il est trop loin. Oui. Et donc, ça vous fait également souffrir parce que vous, ce dont vous avez besoin, c'est pas trop près, mais c'est pas trop loin non plus. Mais là, c'est vraiment très loin. Et que vous souffriez de cette relation, quoi de plus normal, parce que vous êtes blessé, vous rencontrez un homme qui vous plaît et qui est loin de vous, finalement. Il est proche quand vous êtes dans les bras l'un de l'autre, mais sinon, il est loin. Voilà, quand il quitte ma porte, je ne sais jamais si je vais le revoir. Bah oui. Et ça vous met en abîme, ça vous met en difficulté parce que vous avez une montagne un peu trop haute et du coup la jeune femme qui sort d'une relation très fusionnelle et très dépendante a pas le temps de se reconstruire, qu'elle est déjà en train de courir ou de chercher de l'oxygène dans une montagne qui est déjà trop haute pour elle. Oui. Donc vous vous imposez quelque chose en pensant vous faire du bien. Mais ça vous fait souffrir, donc je ne suis pas persuadée que ça vous fasse tant de bien que ça. Oui, puis l'autre fois, j'ai eu un problème de santé, je lui ai dit, et je pensais qu'il aurait un petit mot ou quoi, rien. Et après, je lui ai proposé éventuellement de voir un appartement que je suis en train de refaire. Il m'a dit qu'il était débordé, qu'il n'avait pas le temps. Et je lui ai dit, mais donne-moi une date pour qu'on se voit, quoi. Et à ce moment-là, il l'a pris très mal, quoi. Et parce qu'il a pris ça comme une injonction. Et il a très, très, très mal réagi et c'était très dur. Oui. Bah, il n'a pas de temps pour vous et en plus, il vous en veut quand vous formulez une demande qui est une demande toute simple. Donne-moi une date pour qu'on se voit et il vous en fait le reproche. Oui. Donc aucun de vos besoins ni de vos demandes ne sont écoutés. Il n'est pas à l'écoute. C'est-à-dire que j'ai rajouté une phrase un peu, peut-être qu'il a blessé. Je lui ai dit que j'aimerais avoir une réponse, que me laisser dans le vide, c'était pénible pour moi. Et, oui, c'est ce que vous c'était vivez. pas sympa. Voilà. Oui, c'est pas sympa. On n'est pas dans une relation avec une femme. Voilà, à l'heure des textos et des SMS, ne pas répondre plusieurs fois de suite, c'est blessant pour vous. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Et du coup, j'ai cru que c'était moi qui me conduisais mal. Bah non, vous êtes blessé, vous dites ça me blesse. Donc c'est pas sympa parce que je suis un peu blessée, j'envoie des messages, je réponds pas, j'aimerais bien voir une date et donc j'aimerais bien qu'on me réponde quand je demande quelque chose. Voilà, vous avez posé une demande d'adulte et en face vous avez quelqu'un de très immature qui vous renvoie ça en reproche et qui est de mauvaise foi, qui est dans le déni. Voilà, c'est ça. Et moi j'ai cru que c'était moi qui étais coupable. Bah non, vous n'êtes coupable de rien, Héloïse. Il y a Sébastien qui dit l'histoire d'Héloïse, c'est l'adage suis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ouais. Et Brigitte ajoute, heureusement qu'il n'y a pas que des hommes hyper protecteurs ou hyper fuyants. Terrible alternative. Pourquoi pas un peu d'équilibre et de réciprocité serait nouveau et bienfaisant pour vous. Effectivement, Brigitte voit tout à fait juste, c'est que vous, il y avait trop près, maintenant beaucoup trop loin, et pour vous, c'est ni l'un ni l'autre. Oui. Et puis Manu ajoute, travaillez surtout votre indépendance, renforcez-vous avant de vous lancer dans une autre aventure. Cet homme ne vous mérite pas. C'est sur vous, Héloïse, qu'il faut travailler là, c'est travailler votre autonomie, votre indépendance, parce que là, vous recréez une dépendance, mais une dépendance toxique, une dépendance qui vous blesse. Ça va toujours très bien, je suis très gentille avec lui. Oui, mais là, vous
Vous cherchez quelqu'un, comme dit un autre auditeur, vous cherchez quelqu'un qui va vous sauver d'une autre matière, sauf que lui, il vous sauve pas, il vous enfonce. Donc c'est pire. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui. Et vous voyez, j'ai peur d'aller voir quelqu'un d'autre parce que j'ai peur de le perdre. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu as peur puisqu'il n'est pas là? Qu'est-ce que je vous ai mal entendu? Oui. J'ai dit, en plus, je m'interdis d'aller voir quelqu'un d'autre parce que j'ai peur de le perdre alors qu'il n'est pas là. Bah oui, vous n'allez pas perdre grand-chose. Vous avez raison, vous raisonnez juste. Mais c'est vrai que ça faisait tellement longtemps que je désirais pas quelqu'un que ça m'a beaucoup. Je vais difficilement vers quelqu'un. Physiquement, j'entends. Et parce qu'en fait, voilà, peut-être parce que justement, j'ai encore trop d'importance. Je peux pas aller avec n'importe qui, quoi. C'est normal. Oui, c'est que vous êtes encore beaucoup dans l'attente et comme dit un auditeur, on ne peut grandir dans l'épreuve, vous renouez avec les difficultés, apprenez de vous, commencez par apprendre à vous aimer et vous êtes digne d'amour et c'est la thérapie qui va vous le permettre. Héloïse, c'est vraiment à vous que vous allez grandir en autonomie. Une épreuve, c'est vrai que c'est à ça que ça nous sert, une épreuve, hein, c'est de nous aider à aller chercher de la ressource, à grandir, à la traverser. Et vous êtes dedans, et c'est douloureux, c'est difficile. Et là, vous allez gagner en fait en croissance, mais sans doute et certainement pas dans cette relation-là. Oui, parce que on dirait que vous cherchez à vous... Parce que vous pensez qu'elle est bonne pour vous, cette relation, comme si vous cherchez presque à blesser quelque chose chez vous, hein, justement pour pas retomber dans une relation de dépendance. Vous vous dites, c'est super bien celle-là, parce qu'au moins on n'est pas dépendant vu que il répond pas à mes messages et que je le vois jamais. Mais si vous êtes encore plus dépendante, c'est plus de la même chose. Mais c'est vrai. Et oui. Et puis en plus, avec la distance, j'ai été mise. Je le vois pas vraiment comme il est, quoi. C'est-à-dire que dans cette souffrance qu'il est, j'ai tellement de peine pour lui que j'aimerais lui faire du bien. Ça c'est le début du piège. Hein. Voilà. C'est le début du piège, Héloïse. Alors maintenant, c'est vous qui allez chercher à le sauver, alors qu'il vous demande rien. Non, il me demande rien. Au contraire. Non. Si je vais pas le chercher, il n'est pas là. Mais oui. Non, et je crois qu'il faut vraiment lâcher cette relation. Je vous lis un autre message. Hein, soyez douce avec vous. Faites des activités qui vont vous procurer de nouvelles rencontres. Et puis Florence qui dit cet homme n'est visiblement pas guéri de son ex. Il assume peut-être pas d'être amoureux de vous et que vous laissiez. Voilà, Florence dit qu'elle laisse tomber, qu'elle ne le prenne pas pour un médicament. Surtout que c'est pas un médicament là. Il a l'air plutôt un peu toxique pour vous quand même. Malheureusement, oui. Pourtant, j'aurais tout fait pour lui faire du bien, mais on dirait que. Mais on fait pas le bien des gens contre eux. Non. Héloïse, non. Il est pas. On dirait même qu'il m'en veut. Oui. Du bien. Parce qu'il vous blesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un à qui on fait du bien et qui n'en veut pas? Il y a Brigitte qui ajoute, fiez-vous à ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes heureuse avec cet homme? Il est temps de vous retourner vers vous. Reprendre pied en vous-même, disait Christiane Singer. Oui, c'est une belle phrase. Oui, c'est vrai. J'ai du mal à m'apprécier, à être bien avec moi-même. Oui. Mais voilà, c'est le chemin. Oui. C'est vrai que je commence à être assez en souffrance avec cette relation et là, pareil, je suis à nouveau dans le vide. Et, mais vous voyez, Héloïse, dans ce que vous racontez de votre histoire et vous avez employé le mot, donc je le reprends, de dépendance affective, c'est qu'au commencement est le vide en fait, comme un manque, une béance. Vous voyez que quelque chose devrait remplir, quelque chose ou quelqu'un. Et c'est là que vous mettez la relation en place. C'est dans cette béance que vous la mettez en place. Or, vous allez chercher à l'extérieur pour remplir un immense vide en vous. Et cet extérieur-là, quel qu'il soit, ne pourra jamais contenir et remplir ce vide. Vous, par contre, vous pouvez le faire pour vous. Et ça va tout changer. J'ai peur de ne pas y arriver. Vous voyez ? Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourriez ne pas y arriver ? Parce que je fais tellement de choses et c'est comme si je ne les voyais pas. Ouais. C'est incroyable. Je reconnais pas ce que je fais. Oui,
Oui, ça n'a pas de valeur. Vous n'attroyez pas de valeur. Oui. Et pourtant, je fais des choses incroyables. D'accord. Alors, Héloïse, est-ce que vous êtes... J'imagine peut-être vous avez des amis ou des gens qui vous le disent. Oui, j'ai beaucoup de compliments et de gens qui me disent beaucoup de bien. Génial. Alors, il faut vous entourer encore plus de ces gens-là. Et un homme qui vous aimera, c'est celui qui saura vous aider à créer vos racines. Et la thérapie aussi va vous y aider, bien sûr. Mais en tout cas, pas un homme fuyant. Donc, si vous n'arrivez pas à vous le dire, mais que vous savez l'entendre quand on vous le dit, voyez, vous n'arrivez pas à vous le dire, mais c'est formidable que vous puissiez me dire que vous l'entendez. Déjà, vous l'entendez. Donc, ce son-là, c'est cette petite musique-là, c'est celle-là que vous allez trouver dans une relation nourrissante pour vous. Jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre de vous-même. Pour l'instant, vous ne l'entendez pas chez vous. Mais en tout cas, vous savez qu'elle existe, mais elle n'a pas encore de valeur, elle n'a pas pris racine. Bon, ça, il faut du temps, voilà, la thérapie va vous y aider. Mais en tout cas, la bienveillance que vous allez porter à votre endroit, ça va être de ne vous entourer que de gens qui font cette même petite musique-là. Et les autres, c'est non, c'est dissonant pour vous. D'accord. Ouais. Comme dit Nicolas, on rencontre quelqu'un de bien quand on est dans le bien soi-même. Il faut donc commencer par être bien soi-même. Bah oui, tout part de soi. Tout part de soi. Parce que je me dis, il faut que j'attende que je sois bien avec moi-même. Si j'y arrive jamais. Non, parce que rencontrer quelqu'un. Ouais. Non, parce que comme vous dites, vous êtes entouré de gens qui vous apprécient, et c'est dans cet endroit-là, c'est petit à petit. Vous voyez, évidemment, c'est un travail qui n'est jamais abouti, surtout quand on sort d'une histoire blessée. Nos blessures, on les a. Mais quand vous allez vous apaiser par rapport à vos blessures et reconnaître que la femme blessée a le droit d'être heureuse, d'être une belle femme, de faire des choses bien, qui ont de la valeur, malgré d'où elle vient, bah ça va un peu changer. Faut que je continue. Ouais, faut que vous continuez, Héloïse. Lâchez pas. Lâchez pas. Ouais. J'ai eu des moments de tel désespoir, d'envie de mourir, de tout ça, parce que je me disais que j'y arriverais pas. J'ai tellement peur de ne pas y arriver. Ouais. Mais vous avez raison, il y a Sébastien qui dit, à mon avis, si cet homme sait qu'Héloïse est un peu dépendante ou fragile, il doit en jouer en se disant qu'il peut ne pas lui répondre, parce que de toute façon, il ira nulle part ailleurs. Il sait qu'il vous tient. Et ça, c'est pas très bon pour vous. Oui, c'est ça, oui. Il vous apporte rien, dit un auditeur. Cessez de jouer avec votre cœur, vous gaspillez votre énergie. Et engagez-vous dans une association humanitaire si vous voulez sauver quelqu'un, dit un auditeur. Mais bon, il y a Marie qui dit: j'ai été dans une situation très similaire à la vôtre et contre toute attente, avec l'aide d'un thérapeute, j'arrive à construire ma vie doucement, célibataire, en attendant l'homme qui viendra le moment venu, dit Marie. C'est bien. Et il y a Manu qui vous envoie un très joli message. Aimez-vous, refaites votre image chaque matin, souriez-vous. Alors ça, c'est très joli. Refaites votre image chaque matin. Après tout, voyez, Loïs, si vos racines, elles sont pas encore très fortes et profondes, d'accord, j'entends que vous n'arrivez pas à vous donner de la valeur. Mais comme dit Manu, vous allez refaire l'image tous les matins. Donc demain matin, vous allez vous sourire le matin et vous aurez la valeur que vous aurez pour la journée. Voilà. Et vous recommencerez mardi et mercredi et ainsi de suite. Je vous remercie beaucoup, Sophie, parce qu'en fait, vous êtes une femme et j'avais besoin d'entendre votre voix de femme. Et comme vous êtes beaucoup à l'écoute, et c'est tellement juste et ça vient de votre cœur, ça me touche beaucoup. Non, mais moi aussi, vous me touchez beaucoup, Héloïse. Alors prenez soin de vous, parce que vous le valez bien, comme disait une pub célèbre. Bon courage à vous, Héloïse, et souriez-vous. Refaites votre image chaque matin, souriez-vous, comme dit Manu. Votre parole de femme m'aide énormément. Je vous remercie infiniment. Et une parole d'homme aussi. Bonne nuit à vous, Héloïse. Bonne nuit. Merci, Sophie. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, Karina. Oui, bonsoir Sophie, je suis très contente de pouvoir vous parler. Oui, merci beaucoup à Corentin de vous avoir passé la communication. Oui, bienvenue. Oui, donc j'explique mon problème brièvement. Oui. Ça va faire 15 ans que je suis célibataire, j'ai 45 ans
Et j'ai beaucoup de mal à savoir si ça vient de moi ou si ça vient des hommes en général. Voilà, j'ai eu des petites histoires en 15 ans, mais qui n'ont pas duré longtemps. Et là, j'avoue que depuis, disons que pour relater les faits, au départ, la solitude, quand j'ai rompu à 30 ans avec un garçon, au début, elle était normale, elle était naturelle, elle était acceptable. Je m'amusais, quoi. Mais c'est resté comme ça, en fait. J'ai eu quelques problèmes dans ma vie professionnelle. Il y a des moments où j'ai pas travaillé, où j'étais en profonde dépression. Et je n'ai jamais réussi, depuis 15 ans, à retrouver quelqu'un de stable. Donc je me demande si ça vient de moi ou si ça vient d'un blocage que j'ai fait avec cet homme, avec l'homme avec qui je suis sortie, avec qui j'ai rompu plutôt quand j'avais 30 ans, 31 ans, quoi, en fait. Et ce qui m'est le plus pénible en ce moment, c'est de subir ma solitude parce que je la subis. J'arrive pas à m'amuser, je manque d'appétit, je dors mal, je me sens mal, je m'apprécie pas, je m'aime pas. Oui, ça fait beaucoup. J'ai tellement besoin d'affection. Oui, mais vous pensez, Karina, que vous êtes encore un peu déprimée? C'est que tout ça n'est pas fini? J'ai pleuré dernièrement. Oui. J'ai pleuré. Bon, ça arrive quand on va pas bien. J'ai fait un exutoire. J'ai pleuré 2 fois un quart d'heure dans une journée dernièrement, et depuis ça va beaucoup mieux. Oui. Mais je commence à avoir, j'ai des idées noires qui reviennent, quoi. Comme je me dis, c'est pas possible. Je vais jamais rencontrer quelqu'un. J'ai envie de mourir. Je ne supporte plus ma vie. D'autant plus que je suis quasiment seule, quoi. J'ai de la famille, mais c'est chacun pour soi. J'ai une mère, mais c'est débrouille-toi. J'ai des amis, plus ou moins, mais pas vraiment d'amis véritables. Et pas d'amis très proches de vous. Pas d'amitié réellement constructive, quoi, du moins. Si demain vous aviez un vrai souci, vous sauriez pas qui appeler, Karina? Oh si, bien sûr. Si, donc vous avez des amis. Bien sûr. Donc vous avez des amis. Oui, j'ai quelques amis, oui. Oui, et vous avez un métier, Karina? Non, je suis demandeuse d'emploi depuis un an, quoi. Oui, donc ça n'aide pas non plus. Ça n'aide pas non plus. Mais non, vous vous sentez seule, oui. Et pourtant, je rencontre des garçons, mais ça marche pas. Oui, mais... Je rencontre des garçons sur Internet, je vais à des rendez-vous, et il y en avait un dernièrement qui me plaisait, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas accroché. Alors je vous dirais que j'ai un petit côté fleur bleue enfantin, qui des fois je m'exprime pas comme une petite fille, mais je m'exprime assez gaiement et assez de bonne volonté. Oui, bon ça c'est pas... Mais ça ne marche pas, oui. Je n'attire personne. Oui, Karina, vous savez, une rencontre ou quelque chose entre deux êtres, c'est pas quelque chose qui marche comme un bouton qu'on appuierait on/off, voyez. Oui, mais c'est pas marcher ou pas marcher. C'est mon désir. Oui, j'entends, Karina, que c'est votre désir. J'ai tellement besoin d'affection. Oui. C'est mon désir, en fait. Et l'affection, on peut aussi la trouver de plein d'autres manières aussi. Je vous dis ça, Karina, parce que quand on est comme ça, centré, vous voyez, et qu'on fait un enjeu très fort de la rencontre, et que ça occupe toute la place comme si ce serait... la fin de votre souffrance, la fin de vos problèmes. Oui, voilà, vous en faites une solution miracle. Et la rencontre, c'est pas une solution miracle. J'ai même envie de vous dire, c'est le début des ennuis parce que c'est difficile de construire une relation à deux. Donc pour ça, et c'est souvent ce qu'on vous dit dans cette émission, c'est que c'est important de se construire soi-même et d'être bien avec soi pour rencontrer quelqu'un. C'est ce qu'on disait un instant avec Héloïse aussi. Tout à fait. Je suis un peu dans le cas d'Héloïse parce que c'est vrai que moi aussi j'ai été dépendante affective aussi. Ouais. Moi aussi, j'ai été très dépendante affective aussi. Ouais. Quand j'ai un garçon, j'ai besoin de vivre les choses fortes, fusionnelles presque, et ça m'a souvent perdu, ça. Oui. Mais vous voyez, c'est un peu le trop loin fait souffrir, mais le trop près fait peur, Et le donc, trop près fait peur aussi. Oui. Et ça, c'est souvent ce qu'on retrouve
comme schéma, parce que une véritable relation, c'est une relation d'intimité et de proximité. Hein. C'est une relation où il y a de la maturité affective suffisante pour qu'elle soit nourrissante, pour qu'elle soit équilibrée. Et là, pour ça, c'est tout un chemin à faire pour vous et par vous-même. Mais je me demande si le blocage ne vient pas de moi depuis cette malheureuse histoire que j'ai eue qui s'est terminée, qui a commencé à 29-30 ans et qui s'est terminée à 31 ans, et que ce garçon m'a fait du mal et qui m'a soumise à lui, qui m'a fait du mal. Je crois qu'à partir de cet âge-là, j'ai fait un blocage, quoi. Oui, mais vous voyez, Karina, déjà rien qu'une relation, comme vous parlez de soumission, de faire du mal, enfin d'une relation donc qui s'est pas bien passée, était déjà une relation de dépendance. Hein, vous parlez de soumission, donc elle disait quelque chose sans doute de votre enfance, en tout cas de quelque chose que vous avez vécu et qui vous a manqué dans l'enfance. Oui, du père, exactement. De manque d'amour, oui. Manque d'amour du père, coups, brimades, enfin tout ce que vous voulez, quoi. En fait. Ouais. Alors après, vous voyez, donc il y a plein de formes à tous ces obstacles. Maintenant, pour y remédier, en fait, il y a pas, encore une fois, il n'y a jamais ni de recette miracle, ni quelque chose qu'il faudrait appliquer. Mais c'est, voilà, je ne sais pas si vous continuez, Karina, à travailler sur vous, mais c'est arrivé à vous créer, vous, un ancrage un territoire protégé, si vous voulez, à l'intérieur de vous, qui vous rende le plaisir de vivre, qui vous rende le plaisir de trouver du travail, de faire des rencontres. C'est-à-dire que la solution. Oui, qu'est-ce qui, quand vous regardez un peu votre maison intérieure, voilà, à l'intérieur, vos pièces, de quelle façon vous l'habitez? Quelles sont les pièces qui vous plaisent? Où est-ce que vous vous sentez bien? Voyez, en fait, je me sens bien dans mon séjour, c'est tout. Oui, là, je vous parle de votre maison. Il est où votre séjour à l'intérieur de vous? Voyez, Mon séjour, il est dans mon cœur. Ah, voilà, super. Votre séjour, il est dans mon cœur. Bon, alors quand vous êtes dans votre cœur, vous sentez bien. Ce qui signifie que quand vous faites des choses qui ont trait à votre humanité, au lien avec les autres, à l'échange, au partage, vous vous sentez bien. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Bon, et ça donne du sens à votre vie. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Oui, complètement, oui. Et donc, c'est vers ce genre de lien ou vers ce genre d'emploi qu'il vous faut aller? Mais j'adore communiquer en plus, j'adore parler avec les gens, moi. Est-ce que j'ai un gros cœur, j'ai un cœur d'artichaut. Est-ce que dans le travail que vous cherchez, il y a comme ça un métier un peu dans l'humain? Oui. Le dernier job que j'ai fait, c'était auxiliaire de vie scolaire avec une petite fille et un garçon. Et je m'entendais très bien avec eux. J'ai gardé des enfants et ces enfants que j'ai gardés, j'ai eu de la chance, ils ont toujours été adorables, quoi. Bon. Ou du moins, moi, je les comprends bien. Ouais. Et là, vous recherchez toujours un travail avec des enfants? C'est-à-dire que là, non, j'attends un stage pour faire un bilan de compétences. Ouais. D'accord. Pour trouver du travail. Ouais, mais vous voyez déjà ce qu'on comprend là toutes les deux en échangeant, c'est que vous, un travail, c'est quelque chose qui va nourrir votre cœur, où votre cœur va pouvoir agir. Confiance en moi surtout. Ouais. J'ai pas confiance en moi. Ouais, mais la confiance, elle se fait quand on fait des choses qu'on aime bien faire et qu'on fait bien. Donc si vous me dites que vous étiez bien dans votre emploi précédent d'auxiliaire de puériculture avec des enfants, ça signifie que c'est quelque chose qui donne du sens à votre vie, qui nourrit votre cœur et donc qui vous donne confiance. Là, vous savez que vous savez bien faire. Oui, voilà. Voilà, ça s'appelle de la confiance. Là, je rejoins Olivier le patrouilleur qui dit le travail en priorité. Et pour ne pas broyer du noir, pourquoi ne pas faire un peu de bénévolat pour aller vers les autres? Mais la priorité pour vous, Karina, ça va être le travail. C'est là où vous allez retrouver un peu de confiance et d'épanouissement et qui vous permettra de faire des rencontres. Vous voyez, d'être active. Mais vous voyez, c'est le soir en vous écoutant et en écoutant les auditeurs aussi. Que je me dis, Boudu, heureusement que je peux écouter Europe 1 parce que vraiment, je me sens seule dans mon petit T2, quoi.
Je me sens seule dans mon petit T2 depuis trop longtemps et ça me pourrit la vie, quoi, entre guillemets. Ouais. Ça me pourrit la vie. Je suis en manque d'affection et ça me fait mal. Ça me fait mal. Ouais. Est-ce que dans la journée, quand vous, je sais pas, les gens que, alors en dehors d'Europe 1 la nuit, dans vos journées, les gens que vous rencontrez, est-ce qu'il y a il y a des gens agréables, il y a des jolis moments. Oui, ça on est d'accord. On est d'accord. Mais est-ce que vous arrivez, voyez, à vous pourvoir un peu quelque chose d'un peu moins solitaire dans vos journées, ou quand vous recherchez un emploi, ou la façon. Écoutez, moi je suis active, je fais du sport. Je fais du sport, je lis des bouquins, je fais de la peinture, je suis un peu artiste, je fais de la peinture, je fais de la piscine, du vélo. Avec des amis, tout ça, ou très seul? Seul. Seul. Ah, seul. Et parfois avec des gens, à la gym. Qu'est-ce que je fais encore? C'est important pour vous de rencontrer des gens. Je chante toute seule chez moi. Je chante, je danse toute seule chez moi. Vous invitez des amis à prendre un verre chez vous dans votre T2 comme vous dites? Oui, pas plus tard qu'hier soir. Super. Il y a une amie qui est venue. Plus tard qu'hier soir, il y a une amie qui est venue. Oui, vous voyez, Karina, d'apprendre à vous entourer, à être dans le lien, parce que c'est ça qui vous nourrit. J'y vois plus très clair dans ma situation. J'y vois plus très clair. J'ai besoin qu'on me remette les pieds sur terre un peu parce que... Oui, mais des choses toutes simples. Je ne sais pas. Toutes simples, d'être le plus entouré possible, de remplir votre vie de joie, de gens, de contacts, puisque c'est ça qui vous paraît nourrissant pour vous. Alors, bien sûr, c'est vrai que quand la nuit arrive, la solitude pèse plus et qu'on se dit, on se couche tout seul dans son lit, on écoute Europe 1 et l'émission, on se sent un peu moins seul avec toutes ces voix dans la nuit, mais je comprends bien ce que vous vivez, Karina, et en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a aussi, toutes ces journées où vous allez petit à petit créer, tisser, un peu comme si il vous faut tisser tout un chemin avec des liens, et dans ces chemins-là, un jour un compagnon, mais pas chercher le compagnon comme la solution miracle, parce que ça fonctionne pas. D'accord. On va pas chercher un homme quand on va prendre un chat ou un chien. J'ai bien compris, comme l'auditrice précédente, vous lui avez dit que... qu'est-ce que vous lui avez dit déjà? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Oui. Vous lui avez dit que je crois qu'il fallait s'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un. Oui. Je sais plus. Oui, de prendre pied d'être dans sa vie. D'être dans sa vie. Vous voyez, Karina, vous, être dans votre vie à vous. Parce que c'est votre vie à vous qui va rencontrer celle de quelqu'un d'autre. Donc c'est nourrir votre vie de toutes les petites choses et les gens qui vous font du bien. Comme dit Olivier, le patrouilleur, Karina a besoin d'énergie positive, de s'entourer de douceur et d'affection. Exactement. Voilà. Donc, merci. Donc c'est important, vous, aujourd'hui, vous savez, quand on a faim, on sait aller chercher à manger. Vous avez besoin de cette nourriture-là, il faut vous la trouver, mais c'est pas juste un compagnon. Comme je vous disais en riant tout à l'heure, c'est parce que ça va être le début d'autre chose. C'est une construction un peu plus complexe. Donc là, vous avez besoin de contact. Pardonnez-moi, Sophie. Est-ce que vous pensez que ça vient d'un blocage de moi, ou est-ce que vous pensez que il y a des gens qui traversent des déserts et qui ne s'en sortent pas, ou bien sûr est-ce que vous pensez que ça vient d'un blocage de moi? Je pense qu'on peut sortir des... Karina, vous l'avez dit, vous avez fait une dépression, vous avez consulté, je ne sais pas si vous continuez à voir quelqu'un, mais... Si, je continue à voir quelqu'un. D'accord. Vous avez sans doute une histoire d'enfance et d'enfants blessés derrière vous, de manque d'amour, de plein de carences. Imaginez un enfant qui grandit carencé. On voit ce que c'est dans les pays où les enfants meurent de faim. Les êtres humains carencés en affection, ça se voit pas comme ça quand on les croise dans la rue, mais ça donne des choses épouvantables aussi. Et quand on est, et quand on est carencé en affection, il y aura plus de parents pour vous réparer tout ça, mais vous pouvez faire quelque chose pour vous. Et c'est à vous de le faire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour moi?
Ah bah déjà, ce serait bien qu'il y ait un sens à votre vie quand vous vous levez le matin, que vous puissiez vous dire je me lève le matin parce que je suis contente à l'idée de faire telle chose dans ma journée, de rencontrer telle personne, voyez, de prendre le goût dans la vie. D'accord. De lui donner du sens. Il y a Sébastien qui dit Karina pourrait être intervenante dans une structure genre maison des jeunes pour la jeunesse, pour donner des cours de peinture par exemple. Ah oui, bien sûr. Ça peut être une idée. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Ouais. C'est trouver ce qui vous tient le matin, Karina, quand vous vous levez, que vous ayez des activités qui soient pour vous pourvoyeuses de sens et que pour vous, ce soit juste à Karina. Vous voyez, ce soit le sens de Karina, c'est pas le sens de votre voisine. Si on reprend la suggestion de Sébastien, votre propre voix. Ma propre voix, oui. Oui. Mais moi, ça me semble dramatique d'être célibataire depuis plus de 15 ans. Vous voyez, pourtant, Cathy, elle vous dit... Je suis pas un laidron. Mais non, mais... Je suis pas un laidron, mais franchement, j'ai un gros cœur, quoi. J'ai un cœur de bisounours, mais je trouve pas l'amour, et je comprends pas. Ouais, j'ai peut-être été un peu trop soumise dans mes aventures précédentes et ça m'a perdu un peu, quoi. Et peut-être vous avez peur aujourd'hui ? Et si c'est vous qui aviez très peur ? Vous savez, déjà j'ai peur de la vie, alors des hommes encore plus, vous savez. Oui, alors des ça... hommes encore plus. Oui, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous en avez terriblement peur, autrement dit. Non, pas terriblement. Non. Un peu peur. Un peu peur. Oui, vous avez raison. Il y a Cathy qui dit tout ne va pas si mal dans votre vie. Et ce besoin de fusion, faut peut-être aller en parler. Je ne sais pas, vous consultez toujours, Karina ? Oui, je consulte toujours. Oui, d'accord. Donc, je consulte toujours. Oui, donc vous continuez, Karina. Ouais. Lâchez pas, Karina. Bien sûr que j'entends bien que vous me parliez du désert aujourd'hui dans lequel vous êtes, mais vous voyez cette histoire de non-rencontre amoureuse comme un de vos défauts. Oui, oui, voilà. J'allais dire comme un défaut, comme si vous aviez un défaut, oui, ou que vous subissez comme un échec, comme si c'était de votre faute. Comme si c'était de ma faute. Et vous me demandez d'ailleurs, alors, est-ce que qu'est-ce que j'ai fait pour Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est ça que j'entends. Oui, rien, Karina, rien. Rien. Il y a rien qui n'empêche. Il n'y a rien qui empêche parce que c'est pas quelque chose qui dépend de vous. C'est pas quelque chose qui dépend de vous, Karina, dans la vie. Vous savez, c'est le fameux philosophe Épictète qui disait dans la vie, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Oui. La rencontre amoureuse, elle dépend pas de nous. Trouver l'amour, on veut tous trouver l'amour, mais ça dépend pas de nous tout seuls. C'est quelque chose que la vie nous propose, nous offre, met sur notre chemin, à un moment donné, nous enlève. Ça dépend pas de nous. Donc, ce qui est important, Karina, pour retrouver le sens, vous et l'énergie, c'est de vous concentrer sur ce qui dépend de vous. Là où vous êtes sûr que c'est bien vous qui pouvez faire les choses. Autrement dit, les activités, proposer des choses à des amis, être dans votre action. Être dans l'action. Et pas dans l'attente. Le mot est lâché. Et pas dans l'attente. Ça me convient impeccablement. C'est formidable. Oui, il y a Olivien qui ajoute Karina mise tout son avenir sur une rencontre hypothétique alors qu'elle arrivera quand sa vie ira mieux. Très certainement. Mais Karina, l'action. Action et l'action va vous créer plein de jolies choses, de la confiance, des rencontres, du sens dans votre vie. Alors de l'action, je sens que vous en avez, mais j'ai l'impression que votre... des ressources aussi. Oui, j'entends, mais j'ai l'impression que votre action est une action où vous, entre guillemets... Une action un peu dépressive. Vous consommez pour ne pas sombrer. Oui, je consomme, oui. Enfin, consommer le cours de gym, le cours de ceci, la balade. Voilà, Alors que soyez dans le plaisir de faire la balade en vélo, le cours de gym et tout ce que vous m'avez cité. C'est pas. Ça va, je suis dans le plaisir. Super. Oui, quand même. D'accord. Quand même. D'accord. Extra. Quand même. Ouais. Oui. Il y a Brigitte qui dit peut-être avez-vous paradoxalement besoin de vous sentir mieux, de retrouver un peu le goût de la vie pour rencontrer quelqu'un qui sera attiré par vous. Alors faites de bonnes choses pour vous et le reste pourra suivre. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Bon. Allô? Oui, Karina, tout à fait. Oui. Vous laissez le temps d'y réfléchir. Eh bien, d'accord. Vous êtes dans le sud, Karina? Parce que moi, j'entends du soleil dans votre voix. Oui, vous êtes où? Dans le sud, oui, je suis à Toulouse. Ah, Toulouse, voilà. Je suis à Toulouse. Eh oui, près du soleil. La ville rose. Alors, je souhaite que votre vie soit aussi rose que la ville. Voilà. Je souhaite que votre vie soit aussi rose que votre ville. Eh bien, merci beaucoup. Et s'il y a des garçons de Toulouse qui m'écoutent, ils peuvent prendre mes coordonnées. D'accord. On leur transmettra, Karina. D'accord. Je vous remercie, Sophie. Je vous embrasse très fort. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir, Karina. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Sophie Peters. Bienvenue, Gwenola. Gwenola. On dit Gwenola. Je ne sais jamais si on dit Gwenola ou Gwenola. Ça dépend s'il y a un W ou un U, c'est ça, la réponse? Non, il y a un W, moi. Ah, il y a un W. C'est la Bretagne. D'accord, ok, super, c'est la Bretagne. Oui, Corentin me fait, c'est la Bretagne, oui. Gwenola, on a quelques minutes ensemble, 4 minutes. Je sais que vous vouliez réagir au témoignage d'Apolline hier soir. Apolline qui avait 15 ans, qui nous a appelé en fin d'émission. Vous avez 16 ans, c'est ça? Exactement, oui. Et vous vouliez réagir au témoignage de Pauline qui se désespérait des garçons. Oui, parce que moi, ça a été la même chose. Disons qu'au début, j'ai vécu aussi une expérience. C'était mon premier, on va dire ma première relation avec un garçon. Et du coup, au final, en fait, il m'a tellement dégoûtée. J'avais l'impression, au bout du compte, qu'il se fichait de moi. Mmh. Donc j'ai cassé grâce à ma meilleure amie ou mon ex-meilleure amie, je sais plus, parce que c'est un peu compliqué en ce moment avec elle. Ouais. Et parce qu'elle en avait marre de me voir souffrir à cause de lui. À chaque fois je lui demandais si on pouvait s'appeler, il me disait que c'était pas possible. Je lui demandais, parfois je lui parlais, j'ai envoyé juste un message, il me répondait pas et il me répondait 23h le soir et moi je dormais déjà, donc voilà. Et puis au final, j'ai cassé parce que j'en avais trop marre. Je pensais qu'il se fichait de moi. Et j'ai fini par me monter, disons, un peu une forteresse envers les garçons. Au début, j'ai commencé à les mettre tous dans le même sac. Ouais. Et au final, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est quand j'ai rencontré un bon ami au lycée, on va dire. Et puis on s'entendait super bien. Lui c'est un garçon et moi on est encore en contact et puis au final en fait grâce à lui j'ai un peu changé ma vision par rapport aux garçons. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont là pour nous utiliser et ceux qui sont là pour qui veulent notre bien, quoi. Oui, c'est tout à fait juste. Et alors, quel conseil vous pourriez donner, Gwenola, aux jeunes femmes ou à toutes les femmes qui vous écoutent souvent, parce que la question que se posait Apolline hier soir, mais c'est comment faire la différence? Comment vous la faites, cette différence? En fait, moi, elle est devenue, au fil du temps, elle est devenue naturelle, on va dire. Ouais. Parce que moi, j'ai des amis qui sont plus là pour montrer disons qu'ils sont forts ou qui veulent juste draguer des filles et moi je leur montre clairement que c'est pas mon style et que voilà, et je sais que ça leur déplaît. Mais disons que je suis une personne franche et que quand il y a un garçon qu'on voit avec qu'il est plus là pour se moquer de nous ou autre, mieux vaut être franche dans ces situations que de fuir la situation, quoi, parce que c'est pas la meilleure solution de fuir, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait en fait hier soir avec Apolline, quand on disait de repérer les garçons qui frimaient trop ou qui se la jouaient un peu trop parce que c'était pas. C'est ça, ouais, et c'est un peu ça que vous êtes en train de dire, Gwenola. Ouais. Oui. Et là carrément. Oui, allez-y, je vous en prie.
Moi, c'est ce que je fais. Enfin, tous les garçons qui friment ou qui veulent m'impressionner, enfin, je sais clairement que c'est pour jouer le jeu, enfin, que c'est juste pour impressionner. Et même pas 2 semaines après, ils vont me laisser tomber. Et voilà, moi, j'ai pas envie de ça parce que déjà, mon passé, j'ai assez souffert comme ça à cause du collège. Et enfin, c'est encore une autre histoire qui a par derrière. Mais disons que suite à mon passé, suite à plein de choses, je me suis. Vous avez appris, vous avez déjà appris de la vie. Vous savez, Gwenola, si vous voulez, vous nous rappellerez pour nous raconter tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé pour nous donner votre témoignage ce soir, que j'espère Pauline et plein d'autres jeunes filles auront écouté. Merci à vous, bonne nuit.